Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur DigiSound et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Monsieur Serrano, professeur à l'IUT. Bonjour. Bonjour monsieur. Et je suis en compagnie également de Sacha. Bonjour. Et du coup monsieur, on va commencer du coup avec les questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Oui, donc je m'appelle Marco Serrano, je suis enseignant-chercheur en informatique. Donc j'enseigne à l'IUT de Tarbes dans le département MMI, autant en première année, deuxième année d'IUT qu'en licence comme tout web. Et je suis chercheur à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, donc c'est l'IRIT, euh, où je fais partie d'une équipe de recherche en interaction en machine. Et par ailleurs, dans le département MMI, je suis responsable de la licence professionnelle comme tout web. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, les études que vous avez faites avant Ouais, d'enseigner? donc moi je suis espagnol, donc j'ai fait mes études en Espagne à Madrid. Donc bon, il s'avère que j'ai fait le lycée français à Madrid. Donc après mon bac, j'ai fait un bac S. J'ai fait des études d'ingénieur en informatique à l'Université Polytechnique de Madrid. Et arrivé en dernière année, je suis parti faire une année Erasmus à Grenoble, où j'ai fait en fait, au final c'était 2 années puisque c'était un double diplôme. Donc j'étais dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSIMAG à Grenoble, qui est une école de mathématiques et informatique. Et j'ai fait 2 ans de Master 2, j'ai refait mon Master 2 en gros pour avoir le double diplôme. Et après ça, je suis resté à Grenoble pour faire une thèse, parce que j'avais fait un stage dans un laboratoire où ils m'ont proposé de continuer en thèse. Donc j'ai fait une thèse en informatique, en IHM, dans un laboratoire à Grenoble. Et après, alors après, quand on fait de la recherche, on enchaîne souvent des projets. Alors après ma thèse, j'étais pas très sûr si je voulais faire de la recherche ou partir plutôt dans l'industrie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une agence, j'ai appelé ça une agence de design d'interaction, où on était deux dans l'agence, c'était une petite agence, et on a travaillé à Paris pendant un an sur cette agence, sur différents projets. Et après, j'ai décidé que je voulais continuer la recherche, donc j'ai fait un postdoctorat, donc c'est des contrats d'1 ou 2 ans qu'on fait après la thèse. J'ai fait un premier postdoctorat à Télécom Paris Tech à Paris. Et ensuite, je suis parti au Canada faire un deuxième postdoctorat à l'université du Manitoba, c'est à Winnipeg, qui est une ville qui n'est pas très connue au milieu du Canada. Et là-bas, j'étais supposé rester 2 ans, mais au bout d'un an, il y a eu le poste dans le département MMI qui s'est ouvert et j'ai postulé. Et donc, j'ai été retenu et donc je suis revenu du Canada à Toulouse en 2013. Ok. Et du coup, est-ce que ce parcours était celui dont vous rêviez quand vous étiez petit ou adolescent? Je pense que j'ai jamais pensé à ce parcours. Enfin, c'est pas du tout le parcours que j'imaginais. En fait, je connaissais pas trop le parcours d'un chercheur. C'est quelque chose que j'ai découvert un peu sur le tard. À vrai dire, quand je faisais mes études, je me projetais pas trop et c'est petit à petit, finalement, au fur et à mesure de mes études, c'est en quatrième, cinquième année, quand j'ai commencé à faire de l'IHM, donc l'IHM c'est l'interaction en machine, que je me suis dit que c'était un domaine qui m'intéressait bien. Et c'est en découvrant le labo que je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas une carrière en recherche. Et les carrières en recherche, elles sont un peu toutes différentes puisque voilà, c'est le propre. On fait une thèse qui dure à peu près 3 ans. Et après, c'est un peu la course aux obstacles. Il faut trouver des postdocs, il faut arriver à candidater à des postes. Mais c'est vrai que je m'étais jamais dit quand j'étais petit, un jour je serai maître de conférence. Ok. Et donc vous avez dit que vous êtes parti donc à Grenoble, à Paris, au Canada. Est-ce que il y a un projet que vous avez entrepris qui vous a particulièrement marqué? Alors, ouais, il y a un projet qui m'a marqué dans tout ce parcours parce que c'est peut-être le projet le plus différent du reste que j'ai fait. C'était dans l'année où j'étais à Paris dans mon agence de design, où en fait on a travaillé sur un gros projet alors c'était un projet d'installation interactive et, euh, et c'était un moment clé finalement parce que ce projet, donc on a travaillé avec pas mal d'artistes et l'idée c'était de faire une installation qui regroupait différentes œuvres artistiques et ça a été installé au centre Pompidou. Et donc, je garde un souvenir très vif du jour où on est allé installer, on est rentré par le souterrain, le parking souterrain du centre Pompidou. Donc, on a l'impression de rentrer un peu dans la face cachée du musée. Et puis, Mhm. l'installation, c'était un grand écran qui était installé en haut des escaliers mécaniques.
Et donc après, mes parents sont venus d'Espagne, on est rentré dans le musée, on a monté, je leur ai dit, ben voilà, c'est ici l'installation. Donc je ne sais pas, quelque part, ce jour-là, alors c'est pas le projet, je pense, en soi, le plus intéressant sur le contenu peut-être, ou celui qui aura le plus d'impact dans ma carrière, mais ce moment de monter les escaliers et de voir quelque chose qu'on a fait installé au Centre Pompidou, c'était quelque chose Ouais, c'était un accomplissement. ouais, d'assez exceptionnel. Ouais. Et du coup, par rapport au projet que vous avez fait, est-ce que vous avez une anecdote à nous proposer, peut-être? Une anecdote sur les projets que j'ai faits, ah bah, ça aurait pu être celle du Centre Pompidou. Des anecdotes, il y en a plein en recherche. Euh, euh, si, peut-être une anecdote un peu marrante pour montrer un peu comment on travaille en recherche, c'est un peu chaotique. C'était que quand je faisais mon postdoc à Télécom Paris Tech, bon, alors déjà, on faisait une partie de Coinche à midi. Donc, aujourd'hui, en rétrospective, je me dis, je ne sais pas comment on arrivait à bosser en faisant cette partie de cartes tous les midis. Et par contre, quand on avait des deadlines, donc il fallait rendre un article pour un jour donné, là, on travaillait comme des malades et on finissait souvent très très tard. Et il y a une tradition qui s'était instaurée qui était de se prendre en photo avec une montre, avec l'heure à laquelle on avait fini de travailler. C'était genre 3 à 4 heures du mat. Voilà, donc on avait l'historique tous les ans de l'heure à laquelle on avait fini nos articles pour cette deadline tard dans la nuit, quoi. Ok. Et quelles sont les qualités pour vous qu'il faut avoir dans votre métier en dehors de l'IUT, je parle? Donc en tant que chercheur, les qualités, il faut être assez polyvalent, j'ai envie de dire, puisque être chercheur, c'est alors quand on est chercheur junior, certes on va programmer, on va faire des choses comme ça, mais plus tard, c'est un travail qui requiert vachement de compétences puisqu'il faut encadrer des personnes, donc il faut avoir des compétences en encadrement. Il faut écrire des articles en anglais, c'est-à-dire il faut avoir des compétences en écriture, écriture en anglais, présentation, on va présenter les articles dans les conférences, il faut arriver aussi à faire des vidéos qui présentent ce qu'on fait. Donc finalement, ce que j'aime bien, c'est que, et là où il faut avoir des aptitudes, c'est ce côté-là où on change de tâches, il y en a des tâches très différentes, et on les enchaîne très rapidement. C'est-à-dire qu'en une semaine, on peut faire plusieurs choses très très différentes, quoi. Ok, et du coup, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes professeur ici à l'IUT de Tarbes, et du coup, que vous apporte du coup ce bénéfice en tant que prof sur le plan personnel? Bon, bah déjà, c'est de voir. Ce qui me plaît, c'est de voir qu'après avoir accompagné des étudiants pendant 2 ans, voire 3 ans pour ceux qui continuent en licence, souvent, quelques années après, on les retrouve dans le monde professionnel. Alors, il y en a qui ont créé leur activité, leur entreprise, donc ça fait plaisir. Ce côté-là où on se dit, bon, finalement, on a pu avoir un impact, puisqu'il y en a après qui reviennent et qui disent, moi, j'ai trouvé un travail où j'ai besoin de faire alors, pour ma part, c'est la programmation, puisque c'est ce que j'enseigne. Donc voilà, ça c'est le côté qui me plaît, c'est de finalement se dire, par rapport à la recherche, où on fait des choses qui peuvent potentiellement avoir beaucoup d'impact, mais on ne le voit pas, parce qu'on est dans des temps très longs. C'est-à-dire qu'on fait des choses, on écrit des articles, et ça aura peut-être un impact dans 10 ans, ou jamais. Ce que j'aime bien de l'enseignement, c'est que l'impact, il est plus immédiat, et on voit l'impact dans des personnes, concrètement, quoi. Ok. Et justement, en parlant des étudiants, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre vraiment d'important pour vous? Alors, pour les étudiants MMI, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, et je sais que c'est difficile, mais c'est vraiment qu'ils comprennent qu'on est dans une formation justement très pluridisciplinaire, où ils vont voir beaucoup de choses très différentes. Ils vont voir des choses qui vont du graphisme à l'informatique. Et je sais que chacun, après, a des sensibilités ou des préférences. Et il y en a qui vont préférer le volet graphisme, d'autres peut-être plus le volet informatique. Mais ce que j'essaie de leur dire aux uns et aux autres, c'est que c'est le fait que vous sachiez faire des choses très différentes et très variées, et que vous soyez vraiment compétent dans un spectre très large de compétences, qui va vous donner une force demain dans le marché du travail. Et on le voit beaucoup dans les stages. Quand on fait des stages, quand vous faites des stages, les entreprises qui vous embauchent, à la fin, ils sont assez contents, puisque
vous êtes un peu des couteaux suisses qui peuvent leur dépanner, enfin, vous aurez une mission principale, mais si besoin, vous allez réussir à faire d'autres choses. Mhm. Vous allez pouvoir faire une plaquette, un flyer, autant qu'une pastille vidéo, que leur coder un petit site web. Et ça, c'est le message que j'essaie de un peu marteler tout le temps, c'est de dire, voilà, même si par exemple vous n'aimez pas la programmation, euh, gardez-en en tête que, ok, vous sortez avec des compétences en programmation d'ici, et ça, c'est un outil de plus à votre couteau suisse, quoi. Ok. Et du coup, vous auriez des petits tips ou conseils à donner aux étudiants qui veulent peut-être finir comme vous en tant que chercheur Alors, ou dans votre domaine. si vous voulez, oui, si vous voulez continuer pour faire de la recherche, bon, déjà, ça veut dire qu'il faut poursuivre les études, il faut aller jusqu'au Master 2 avant d'enchaîner sur une thèse. Mais avant de se projeter aussi loin, ça peut être si vous avez une curiosité pour la recherche, ça peut être d'essayer de faire un stage. Voilà, je pense qu'il faut toujours penser au stage. Quand on est étudiant, le stage, on y pense souvent un peu tard et plus comme une contrainte, une imposition de la formation, alors que faut vraiment penser au stage comme l'opportunité d'explorer, d'expérimenter des choses. Et souvent, le stage, l'expérience que vous avez en stage, c'est ce qui vous amène après à trouver une voie, quoi. Voilà, donc mon conseil, c'est contacter des gens et essayer de faire des petits stages, des petites expériences professionnelles, quoi. Ok. Et est-ce que, donc, avec la pandémie, etc., ce qui s'est passé en 2020, est-ce que ça a impacté votre travail en tant que chercheur ou pas du tout? Alors, moi particulièrement, oui, même si on a réussi à limiter pas mal les problèmes, parce que mon domaine de recherche, c'est l'interaction en machine, ce qui veut dire que nous, on va développer des nouvelles interfaces, par exemple des interfaces avec un casque de réalité augmentée ou des interfaces tactiles ou des choses comme ça. Et ensuite, systématiquement, on va faire des évaluations avec des personnes. Donc vous imaginez que dans le contexte actuel, ramener 12 personnes à toucher la même surface tactile, Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. compliqué, quoi. Donc ouais, ça a mis un peu en arrêt les différentes expérimentations qu'on aurait pu faire. Alors, on a réussi à se retourner en faisant plutôt soit des expérimentations en ligne, soit on a profité cet été du moment où on était au plus bas de la vague épidémique pour arriver à faire des expériences. Oui, mais bon, on est un domaine de l'interaction machine, on est un peu impacté de ce côté-là. C'est-à-dire tout ce qui est expérience avec des participants, bah, ce n'est juste pas possible en ce moment, quoi. Ok. Et en rapport du coup aussi avec le Covid, est-ce que du coup avec le métier de professeur ça a été aussi compliqué pour vous, les visioconférences, etc. Alors, j'ai pas envie de. Enfin, je dis souvent, quand on parle de ça, je parle avec des gens, soit de l'université, mais aussi des voisins qui font d'autres métiers. Et je leur dis, moi, je suis un peu un privilégié parce que je suis professeur, j'ai mon salaire, mon emploi ne craint pas. Mm. Certes, il faut que je fasse des cours en ligne, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur pour les étudiants. Euh, donc je ne dis pas que les jours où j'ai eu une journée entière en ligne, à la fin de la journée, j'étais pas fatigué et puis j'en avais pas un peu marre, mais j'ai pas envie de me plaindre parce que je sais que ces situations, elle est déjà plus difficile pour plein de gens qui perdent leur travail et que je vois aussi autour de moi, et pour les étudiants parce que c'est un âge où vous avez beaucoup plus besoin d'avoir une vie sociale. Moi, j'ai une vie de famille, donc la vie sociale, je l'ai à la maison. Euh, et que certes, donner des cours en ligne, passer en général la journée devant l'ordi, c'est un peu pénible, mais j'ai l'impression que c'est moins dur de parler et de donner le cours que d'écouter en gardant l'attention. Donc voilà, donc mon message c'est que c'est vous qui avez fait l'effort le plus gros, je pense, pendant cette période, quoi. Ok. Et est-ce que pour les années qui suivent, vous avez des perspectives d'évolution, des choses, enfin, des projets que vous voulez réaliser Le premier projet qui va arriver assez vite, ça va être l'évolution de la formation. Alors là, je suis responsable de la licence professionnelle Comme2Web. Et comme vous savez, à partir de septembre, on va commencer le BUT, donc le DUT en 3 ans. Exact. Et donc là, on a un gros chantier, déjà de repenser le DUT MMI en BUT MMI, et aussi de repenser qu'est-ce qu'on va faire avec la licence Comme2Web.
Donc ça, c'est un peu le chantier qu'on a à court et moyen terme, quoi. Ok. Ok. Et du coup, vous auriez pas un petit mot pour la fin? Non, ben, je vous félicite pour cette émission. Je pense que par rapport aux autres années, vous avez l'air très pro. Merci. Et non, les questions elles étaient assez pertinentes. Donc merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu et de vous être libéré pour nous. Et du coup, on conclut l'émission comme ceci et on vous dit à une prochaine fois sur DigiSound.